une présentation de notre ami Denis. Voilà. Ça y est, ça commence? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, on n'est pas très nombreux parce que c'est la veille des vacances. C'est bien dommage parce que nous avons la chance d'avoir parmi nous Denis Chavedec. Chadebec. Je vais y arriver. Ça fait plusieurs fois que je me trompe. Mais j'ai fini par y arriver. Pourtant, en verlan, ça fait bec de chat, c'est pourtant ça. Mon ancien professeur, donc excellent pédagogue. Oh. Voilà, et ça fait la énième fois que j'en ai parlé donc, de cette fameuse courbure de l'espace-temps. Et je dois dire que, bon, j'ai l'impression, enfin, que j'avance à tout petit pas. Donc, il va peut-être nous aider ce soir à y voir un petit peu plus clair. Donc, on va l'écouter. On va essayer. On va essayer, effectivement. Alors, je commence par un mauvais souvenir d'adolescent. Cette image. Je la ressens comme une des pires tentatives de vulgarisation scientifique que j'ai connues. Ah oui. C'est extrêmement mauvais. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, que prétend dire cette image? Elle prétend montrer par analogie la courbure de l'espace-temps par la présence d'une masse, ici une planète. La boule au centre représente la planète. Et notre espace-temps est représenté par la surface grillagée. Espace-temps, ça veut dire quoi? Eh bien, je vais choisir une autre diapositive, un petit peu plus loin dans mon fichier. Là, il faut que je cherche un petit peu plus bas. Ça fait un petit peu désordre, mais je ne peux pas faire autrement, compte tenu de la difficulté. Voilà. Cette diapositive. Il faut l'agrandir un peu parce que ça va pas pouvoir. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. La position des corps et le mouvement des corps ne peut être perçu que par rapport à un décor que l'on perçoit comme fixe. Par exemple, regardez le bout de mon doigt, vous vous rendez compte que le bout du doigt il bouge par rapport au décor de la salle qui est immobile. C'est ce que l'on appelle en physique un référentiel. Donc, pour observer un mouvement, on a besoin d'un décor fixe et en plus, comme le temps intervient dans le mouvement, on a besoin d'une horloge pour mesurer le temps. Qu'est-ce que c'est qu'une horloge? C'est un bidule qui oscille. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on fait quand on mesure un temps? On compte le nombre d'oscillations de l'appareil. On a confiance en cet appareil pour dire la durée d'une oscillation est constante. Autrement dit, le mouvement du balancier de l'horloge est périodique, comme on dit. Donc, quand on mesure un temps, on compte le nombre d'oscillations de l'horloge. Donc, quelqu'un qui regarde un mouvement, il a besoin d'une horloge pour mesurer le temps et pour le décor fixe, à partir du décor fixe, il définit ce qu'on appelle un repère. Qu'est-ce que c'est qu'un repère? Eh bien, regardez ma tête. À partir de ma tête, j'imagine un axe qui part par là, une demi-droite qui part par là, une demi-droite qui part par là, et une demi-droite qui part là-haut. Et avec ces trois demi-droites, chaque point de l'espace est repéré par trois nombres. Une abscisse, une ordonnée, une cote. Ce système de coordonnées a été inventé en fait par les architectes quand ils dessinent un projet de bâtiment ou de construction. C'est ce qu'on appelle des épures d'architectes. Abscisse et ordonnée. Voilà. Donc, un point d'espace est repéré par trois grandeurs, trois longueurs, en abscisse, en ordonnée et en cote. Plus le temps mesuré par l'horloge, ça ne fait bien qu'un quart d'heure. D'où le nom d'espace-temps, utilisé dans le vocabulaire des physiciens. Chez les anciens, alors,
chez les anciens, on croyait que deux personnes différentes pouvaient regarder ce qui se passe dans l'espace, les mouvements qui se passent dans l'espace, avec la même horloge, où l'horloge de monsieur A et l'horloge de monsieur B sont synchronisées une fois pour toutes. Elles oscillent en même temps, parce qu'on les a réglées comme ça, on les a synchronisées, puis monsieur B s'éloigne de monsieur A, et chacun a son horloge dans son coin. Les anciens croyaient que les horloges restaient synchrones. Aujourd'hui, on a changé d'opinion là-dessus, parce qu'on est tombé sur quelques difficultés. Alors, le figure qui est ici imagine, je dirais, une difficulté de perception des mouvements. Ici, j'ai mis monsieur A, ici monsieur B. Il faut imaginer que monsieur A dispose de ses axes, 1, 2, 3. Ici, je n'ai représenté que 2, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Et monsieur B, ses propres axes, 1, 2, 3, qui ne sont pas les mêmes. Monsieur A a son horloge, monsieur B a la sienne. Donc voilà la position du problème de perception et d'étude des mouvements par un témoin du mouvement. Disons un physicien ou un observateur. Alors, les anciens croyaient une chose. Entre les deux observateurs, d'un observateur à l'autre, donc d'un référentiel à un autre référentiel, les distances sont conservées. C'est-à-dire que si monsieur A mesure une distance entre deux points de 20 mètres, monsieur B, avec son propre matériel, fait la même mesure et trouve encore 20 mètres. Donc les anciens croyaient que les longueurs étaient conservées. De même, si monsieur A suit un mouvement pendant 20 secondes, monsieur B peut suivre le même mouvement également pendant 20 secondes, mesuré avec sa propre horloge. Les anciens croyaient ça. Aujourd'hui, avec le vocabulaire actuel, on dirait nous avons une invariance des longueurs et une invariance des temps séparés. Jusqu'au jour où, au XIXe siècle, les physiciens ont eu un souci avec la lumière. Je cherche une nouvelle diapositive. Bien, vous pouvez commencer, je rigole. Ah, bienvenue. Ah, ça fait un moment qu'on t'attendait pas. Ouais, ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir de te voir aussi. Hein. Il faut que je choisisse les sujets. Voilà. Parce que sinon, tu vois, il y a tellement de choses. Bienvenue. Ah, tu peux t'installer là où tu veux. Voilà. Ici, par exemple. Voilà. Ok. C'est peut-être Jackie qui va se mettre là. Non, mais ça, Tu peux te mettre là. Moi, je vais me mettre là. Parce que tu verras pas l'écran. Hein. Je verrai pas l'écran. Ah ben, là, Oh, mais- Oui, parce qu'on n'a pas d'écran en mural. Hein. Là, on a un petit souci technique. Et bonjour madame, bienvenue. Alors moi je vais mettre par là parce que je vais pas prendre de place. Donc je vais mettre comme ça. Bah, t'es très bien. C'est Oui. bon, t'as ton siège avec toi, c'est peinard. Voilà. Je t'avais pas reconnu. Ah, Parce qu'il a changé de couleur de cheveux. Bah non, j'ai laissé le temps passer. Je voilà. me Ah suis- non, c'est tout ça- ça. Le temps s'écrit sur son C'est joli. visage. C'est joli. Ah, moi, j'aime Vous bien. prenez pas de chaise? Non, je m'assois, regardez, je suis très bien. elle avait dit que Ne vous inquiétez pas. Très bien. Oui, Mais la relativité Oui. générale. Comment? On Il est y a en un retard, truc comme on ça, va il pas s'allume, d'ailleurs, une on va fois. commencer. Pour rigoler. Bah, on attendait les gens, un De toute petit façon, peu on peut les pas gens, être là, et les gens hein. arrivent au Ça a compte. commencé il y a 5 C'est- minutes. ça 5 va. minutes. Ah oui. Voilà. Bon, bah voilà. Oui. J'étais angoissée là, te voilà désangoissée. Oui, alors j'avais commencé par présenter à ces personnes ce qu'on appelle en physique un référentiel. Bon, pour regarder un mouvement, étudier un mouvement, on a besoin d'un système de mesure de position de l'objet, et la position d'un point dans l'espace est définie par trois nombres. Un, le long de cet axe-là,
un deuxième le long de celui-ci et un troisième le long de celui-là. Donc, 3 nombres permettent de repérer la position d'un point dans l'espace. Ces 3 axes s'appellent un repère. Et quand on étudie des mouvements, comme ça bouge, il faut mesurer le temps du mouvement. Donc on a besoin d'une horloge. Les anciens croyaient la chose suivante. Imaginons 2 personnes côte à côte, chacun avec ses 3 axes personnels et chacun avec son horloge. Comme ils sont côte à côte, ils peuvent synchroniser les 2 horloges, c'est-à-dire régler les 2 horloges de telle manière qu'elles mesurent exactement les mêmes durées, exactement les mêmes temps. C'est ce qu'on appelle synchroniser les horloges. Une horloge, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement périodique. Autrement dit, plutôt, on a confiance en cet objet pour croire, pour dire que le mouvement est vraiment périodique. Le temps d'une oscillation est absolument constant. Une oscillation, 2 oscillations, 3 oscillations. Bon, donc on fait confiance en cet objet qu'on appelle une horloge je bègue un petit peu, excusez-moi. Donc pour mesurer un temps, on compte le nombre d'oscillations de l'horloge, sachant que qu'une oscillation dure tant de secondes. Soit 1 seconde, soit 1 seconde, soit 1 millième de seconde, soit 1 millionième de seconde. Peu importe, du moment que l'on puisse compter des oscillations régulières. Les anciens croyaient également que si M. B s'éloigne de M. A avec son matériel, en emportant son matériel, ses axes et son horloge, les horloges restent synchrones. C'est-à-dire qu'elles mesurent toujours simultanément le même temps. Et aujourd'hui, on a changé d'opinion là-dessus. Je tâcherai de vous démontrer pourquoi. En particulier avec cette image. De même, dans l'espace, si je prends 1 mètre pour mesurer la distance entre 2 points d'espace et puis que je trouve 10 mètres pour M. A, M. B fait la même mesure avec ses propres instruments et il trouve encore 10 mètres. Les anciens croyaient que les longueurs ne variaient pas quand M. B se déplace par rapport à M. A avec son matériel. Ici, cette croyance des anciens qu'on appelle l'invariance des temps et l'invariance de l'espace, séparément, eh bien, les physiciens sont tombés sur une tuile avec la vitesse, avec la propagation de la lumière. L'image, elle montre ceci. Une source, un détecteur. Comment? Agrandis-le un peu. Oui. Utilise ta souris, ça ira plus vite, non? Avec la souris, c'est pas mieux? Voilà. Donc, une source, un détecteur. Et deux observateurs côte à côte. Les axes des 2 observateurs sont superposés. Et on mesure la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, voilà. Imaginons la propagation de la lumière de la source au détecteur. Cette propagation met un certain temps, t. Multiplié par la vitesse de la propagation de la lumière, c fois t, ça donne la distance qui sépare la source du détecteur. Une vitesse est toujours une distance divisée par un temps. Donc la distance divisée par le temps mis par la lumière pour aller de là à là, ça s'appelle la vitesse de propagation de la lumière. Ça, c'est quand rien ne bouge, c'est-à-dire que les M. Dupont et M. Durand restent côte à côte. Que se passe-t-il si M. Durand se déplace par rapport à M. Dupont en emportant son matériel de mesure? Mais il se passe la chose suivante. Il se passe 2 mouvements en même temps. Monsieur Durand, en emportant son matériel, déplace les axes et déplace son horloge en même temps. Et la mesure de la vitesse de la lumière par M. Dupont et par M. Durand ne devrait pas être la même. En effet, au départ du signal lumineux, M. Dupont et M. Durand sont au même endroit, au point haut.
pendant que la lumière va de la source au détecteur, le détecteur s'est déplacé. Donc la distance entre la source et le détecteur parcourue par la lumière pour M. Durand est plus grande que la distance parcourue par M. Dupont. Donc on devrait trouver une vitesse de propagation de la lumière, plutôt un temps de propagation de la lumière entre la source et le détecteur différent. Or, l'expérience démontre quoi? Le temps de propagation de la lumière pour M. Dupont comme pour M. Durand est exactement le même. C'est un résultat expérimental. Et en même temps une tuile pour les physiciens. Pas seulement pour eux, hein. Pas seulement pour eux. Les physiciens ont été perturbés, J'ai une question. troublés par ce résultat expérimental totalement inattendu. Le détecteur, il se déplace avec qui? Avec M. Dupont. Le détecteur, alors je vais Chacun a son voilà, détecteur. je vais revenir en arrière. Ou chacun a cette détecteur. Oui. D'accord. Donc il faut que je mette. Oh, je vois pas la flèche. L'absence d'écran me gêne. Non, ça s'appelle la vieillesse. Hein. Bon, voilà. Au départ, M. Dupont et M. Durand et leur matériel sont au même endroit. Pendant l'expérience, qu'est-ce que j'ai fait? Une bêtise. Ah oui. Rien à foutre là, c'est. Bah, tu reviens en arrière, tout simplement. Hein? Enfin, moi, il y a Voilà. possibilité de Donc, je revenir en reviens à arrière. la diapositive ici. Je la mets en série. Voilà. Donc, au départ, M. Dupont et M. Durand et leur matériel sont au même endroit. Pendant l'expérience, regardez bien, M. Durand entraîne son matériel avec lui quand il se déplace. Donc, entraîne le détecteur avec lui. C'est-à-dire chacun a son détecteur? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc, la lumière devrait mettre plus de temps entre la source au départ. Quand la lumière quitte la source, les deux personnes sont au même endroit avec leur matériel. Quand la lumière atteint le détecteur, pour M. Durand, donc, le détecteur s'étant éloigné, la lumière devait mettre plus de temps que pour M. Dupont. Eh bien, l'expérience démontre que non, c'est faux. Les temps de mesure sont rigoureusement égaux. Voilà. C'est une découverte expérimentale qui a fortement perturbé les physiciens et qui a remis en question le principe des anciens. Quand on change de référentiel, les temps ne sont pas invariants, les longueurs ne sont pas invariantes non plus. Il faut complètement revoir la théorie et revoir l'idée. Alors, il y a deux noms qui sont associés, oui, deux noms importants qui sont associés à la résolution de ce problème. C'est M. Poincaré et M. Lorentz. Ces deux-là, dans leur publication, ont eu une idée. C'est si les temps ne se conservent pas, ne sont pas invariants, si les longueurs ne sont pas invariantes, existe-t-il une grandeur physique qui, elle, soit invariante? Au moins une. La réponse est oui, et ça s'appelle l'intervalle relativiste aujourd'hui. Alors, je vais vous dire de revenir en arrière. Comment tu appelles ça, l'intervalle relatif? L'intervalle relativiste. Alors, cherchez la bonne diapo. C'est un petit peu plus bas. Alors, je vais sélectionner la diapositive parce que je ne vois pas grand-chose. Ce sont des flèches. Ah, merde, voilà, ici. Voilà. Je remets le plein écran. Voilà. Regardons cette petite figure à gauche, si vous la voyez, si c'est à la voir. Deux axes perpendiculaires, et puis j'ai dessiné une flèche. Bon, la longueur de la flèche peut se calculer à partir des coordonnées de l'empennage et de la pointe de la flèche par cette formule. Le carré de la longueur de la flèche est la somme du carré des projections de la flèche sur les deux axes. C'est une application du théorème de Pythagore.
Bon. Donc le carré de la longueur est égal à x carré plus y carré. C'est un petit problème, un petit théorème de géométrie. C'est une petite application du théorème de Pythagore. Dans l'espace en 3 dimensions, il faut ajouter un z carré à x carré plus y carré, puisqu'on a un axe, 2 axes, 3 axes. Alors que sur le plan, on a un axe et 2 axes seulement. Donc ici, on a x carré plus y carré plus z carré pour une longueur dans l'espace. Bien. Quand la lumière parcourt cette distance, elle met un certain temps t et se propage à la vitesse c. C multiplié par t doit être égal à la longueur. Donc le carré de c fois t doit être égal au carré de la longueur parcourue. D'où la formule qui est écrite ici, si vous arrivez à la lire. Autrement dit, la différence entre la distance parcourue par la lumière et la distance entre les 2 points d'espace doit être nulle. Hein? Carré de ct égale carré de la longueur. Carré de ct moins carré de la longueur, ça va faire 0. C'est ce qui est écrit ici. La quantité qui est à gauche du signe égal, c'est elle qui est appelée carré de l'intervalle relativiste. L'intervalle relativiste, c'est une valeur dont le carré est égal à ça, donné par cette formule. Est-ce que j'étais assez clair pour tout le monde? Bon? D'accord. Pas tout à fait. Hein? Bon. Mais attends, tu veux dire que l'intervalle est égal à 0? Ah, pour la propagation de la lumière dans le vide, oui, D'accord. tout à fait. Parce que normalement, sauf la propagation de la lumière, non. En dehors, tu veux dire. Oui, c'est-à-dire, parce que Pour un autre mouvement que la propagation de la lumière, la réponse effectivement est non. Oui, Tout à fait. parce qu'il faut. Tout à fait. Est-ce qu'il existe un intervalle de la lumière, de l'espace, du temps, tu vois, il existe différents types d'intervalles en quelque sorte. Oui, tout à fait. Si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, Et là, tu pour- parles alors, d'intervalle de la lumière. Pour la propagation de la lumière, l'intervalle relativiste est nul. Ouais. D'accord? Mais pour un autre mouvement que la propagation de la lumière, l'intervalle n'est pas nul. Il n'est pas 0. Étant donné que la propagation de la lumière est la même pour tous les référentiels, pour toutes les, je dirais pour M. Dupont et M. Durand, que je parlais tout à l'heure, M. Dupont fait sa mesure, M. Durand fait la sienne, et il trouve la même vitesse de propagation de la lumière. Donc, l'intervalle relativiste pour M. Dupont et M. Durand, pour un signal lumineux qui se propage, est 0 pour tous les deux. Il y a invariance de l'intervalle relativiste pour la propagation de la lumière. Ce que les physiciens ont osé faire ensuite, donc Poincaré d'une part et Lorentz d'autre part, c'est de généraliser cette idée en postulant que même pour un autre mouvement que la propagation de la lumière, l'intervalle relativiste est invariant d'un référentiel à un autre. D'accord, mais une question. Qu'est-ce qui leur a fait comprendre que cet intervalle pas de la lumière Oui. se conserve aussi? Qu'est-ce que l'argument les a convaincus que c'est comme ça? Je connais l'argument, mais je n'avais pas l'intention de le développer aujourd'hui, à cause du temps qu'il demande. D'accord. Donc, je retiens ta question. On verra dans les questions après l'exposé. Je répondrai à cette question. Bien. Donc, je vais revenir sur la définition de l'intervalle, l'exploitation de la définition de l'intervalle relativiste. Je suis obligé de quitter le diaporama de nouveau. Mais c'est vrai que intervalle, déjà, rien que le mot intervalle. Il faut toujours préciser relativiste. Oui, d'accord. Parce que l'intervalle en mathématiques, c'est pas ça du tout. Ça n'a rien à voir. Là, c'est encore autre chose. Ouais, C'est un peu l'équivalent de la notion de distance dans un espace-temps relativiste, je crois, on peut dire. Oui, oui, C'est ça. À distance. Bien, alors j'ai besoin de ça. Non, c'est plutôt la valeur qui se conserve.
Mais disons, c'est à la fois Alors, la distance et Oui, le temps. la distance 30. La distance 30. pour éviter des confusions de vocabulaire, se conserve, etc. Si une grandeur physique ne change pas quand on change de référentiel, on dit qu'il est invariant. D'accord? Conserver, ça veut dire que dans un référentiel donné, un physicien donné mesure une grandeur, et cette grandeur ne varie pas au cours du temps. Là, on dit qu'il se conserve. La grandeur est conservée. Hein? Par exemple, l'énergie est conservée pendant un mouvement, pendant la chute d'un corps. L'énergie du corps est conservée. Merci, merci, parce que en fait, en vérité, Attends, Oui, tu oui, dis alors, que, vas-y. est-ce que tu veux dire que admettons que un référentiel bouge, l'intervalle ne se conserve pas Comment? avec On l'intervalle. a postulé que l'intervalle se conserve, même si le référentiel bouge. D'accord. Mais ça Oui. veut dire que une fois pour toutes, l'intervalle est conservé en fait. Ah oui, tout à fait. Non, invariant d'un référentiel à un autre. Il faut séparer les deux notions. Mhm. Hein? Quand on change d'observateur, chaque observateur avec son matériel d'observation, son horloge, ses trois axes, l'intervalle relativiste est toujours le même pour les deux observateurs. On dit qu'il est invariant. Invariant dans le changement de référentiel. Ce qu'on appelle le référentiel, c'est quoi? Le référentiel, c'est une horloge et les trois axes. Hein, les deux réunis, ça fait un référentiel. Donc, si on change de référentiel, l'intervalle relativiste de tous les mouvements connus est invariant. D'accord? Si j'observe un intervalle relativiste pendant un certain temps, et puis que cet intervalle ne varie pas, on dit qu'il est constant. On utilise le mot constant au lieu du mot invariant. Donc les circonstances du vocabulaire ne sont pas les mêmes. Alors, sur cet écran, alors là, Nadia, elle est mal placée pour non mais t'embête pas, je regarde. on va le regarder, Dans les matchs hein. vidéo après. j'ai recopié ici la formule de l'intervalle relativiste. Le carré de l'intervalle relativiste, donc carré de CT, moins x carré, moins y carré, moins z carré, et qu'on appelle S carré. Vous arrivez à lire? Parce que c'est petit. Hein. Oui, ça va. Bien que ce soit agrandi, c'est petit. Hein. Bon. Alors, l'écriture de la formule, les mathématiciens se sont jetés dessus pour inventer un tas de trucs et un tas de machins. Les mathématiciens adorent s'amuser avec des objets mathématiques. Leur préféré, ce sont les matrices. Les mathématiciens, ils s'amusent beaucoup avec les matrices. D'ailleurs, Denis, tout de suite une question. Oui. Pourquoi il faut que ça soit au carré? hein, Pourquoi est-ce au carré? à cause de l'usage du théorème de Pythagore. Si je n'utilisais pas le théorème de Pythagore, je pourrais écrire c fois t égale racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Donc, le temps et les coordonnées de l'espace ne joueraient pas le même rôle dans la formule. Les physiciens détestent ça. Ils veulent des formules symétriques pour le temps et pour l'espace. Alors on élève tout au carré. D'où l'usage des carrés. C'est-à-dire l'espace et le temps ont la même signification. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, c fois t, c'est une longueur. C'est une distance. X, c'est une distance sur un axe. Y, sur l'autre axe. La même Z, la même sur le unité. troisième axe. La même unité. On a donc une homogénéité des grandeurs. CT, X, Y et Z, ce sont des mètres. Ce sont des distances. Et l'intervalle relativiste, c'est une longueur. Et son carré, le carré d'une longueur. Donc c'est simplement pour l'élégance des formules, rien que ça. C'est pas autre chose que ça que les physiciens ont adopté cette définition. Carré de l'intervalle est donné par cette formule. C'est uniquement pour des raisons d'élégance de formule, de commodité des formules. Bien, alors les mathématiciens ont inventé cette écriture-là. Alors imaginez ce tableau, vous voyez le tableau carré là, avec que des zéros, sont sur la diagonale 1, moins 1, moins 1, moins 1. Je recopie CT, X, Y, Z à gauche, au-dessus CT, X, Y, Z, donc à gauche en colonne et puis en haut en ligne. Vous faites la multiplication ça par ça, ça fait CT carré, plus ça, ça fait X carré, etc., etc., etc. Mais si je fais Y
par ça, par CT, ça fait 0. Donc ça ne compte pas. Donc, la formule de l'intervalle, ici, peut être réécrite de cette manière-là, donc égal S carré. Et pourquoi on fait ça? Pour la raison suivante. Toujours une question d'élégance de formule mathématique. Hein. C'est vraiment presque une question d'esthétique. Alors, au lieu d'appeler CT, X, Y, Z les quatre grandeurs pour l'espace-temps, on a décidé de les numéroter. CT, on va l'appeler X numéro 0, Y, on va l'appeler X numéro 1, Z, on va l'appeler X numéro 2, et X numéro 2, et Z, X numéro 3. Donc, à gauche, j'ai X0, X1, X2, X3. En haut, X0, X0, X1, X2, X3. Attention, les numéros qui sont là ne sont pas des puissances, hein. Ce sont des numéros coordonnés. Par exemple, ici, ce n'est pas X au cube. Ça veut dire, c'est la coordonnée numéro 3, tout simplement. C'est une numérotation. Une question. Oui. Pourquoi tu as mis les index en haut et pourquoi pas en bas? Alors ça, c'est pour une raison que je serai expliqué après. D'accord. C'est les indices en haut et en bas. Ah. En relativité, c'est important. Bon. Et le tableau, on a décidé de généraliser le tableau par la lettre G, avec la lettre G affectée de deux numéros. Hein? Un numéro de ligne, un numéro de colonne. Donc, la formule de gauche et la formule de droite veulent dire exactement la même chose, à une condition, c'est que les valeurs des G numéro, hein, de ce tableau soient celles-là. Alors l'idée des physiciens et des mathématiciens, c'est que si jamais le référentiel de M. Dupont et M. Durand, si ces référentiels sont déformés ou si l'horloge déconne, les valeurs de ce tableau sont remplacées par de nouvelles valeurs dans celui-ci. Et du coup, la formule qui est là, grâce à ce système de tableau et de matrice, est remplacée par la longue formule qui est ici. Par exemple, x carré, c'est G numéro 1, x numéro 1, x numéro 1. Voilà le code d'écriture. Et naturellement, pour l'espace-temps, on a 4 coordonnées à gauche, 4 coordonnées en haut, donc 16 valeurs dans le tableau. Alors évidemment, ça fait beaucoup de valeurs à gérer à la fois, mais l'intérêt de la chose, c'est M. Einstein qui l'a trouvé. La longue formule qui est ici est beaucoup trop longue et trop lourde à écrire, alors on va changer de codage. Et le codage adopté, il est là dans ce petit cadre. L'idée d'Einstein est la suivante. Lorsque... Nadia, pour que tu vois un petit peu mieux, puis je vous le remettrai après. Hein. Donc, la petite formule ici utilise le codage d'Einstein des indices muets, des numéros muets. C'est-à-dire que lorsqu'un numéro est répété une fois en bas et une fois en haut, donc une fois en position indice, une fois en position exposante, l'addition est sous-entendue. La somme est sous-entendue. Donc, la longue formule interminable qui est écrite ici, pour l'espace-temps, est remplacée par cette petite formule minuscule. Et les deux formules, la géante et la toute petite, peuvent dire exactement la même chose. Ce codage a été adopté simplement pour éviter de gratter des papiers. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, là on pourrait écrire le symbole de la somme. La somme, voilà. De 0 à 4. De 0 à 4. D'accord. Voilà. Mais on met le symbole de la somme. Exactement. D'accord. Et on est d'accord. Voilà, tu as tout compris. Alors, je m'arrête un petit instant. C'est pour vérifier si tout le monde, toutes les personnes présentes ont compris le système et ont compris ce codage. Pas tout à fait. Non, Voilà, je vérifie ça parce que c'est important pour la suite. Hein, c'est important pour la suite. C'est-à-dire, ce que je voulais Oui. dire par là, je vais écrire un peu.
ça fait une pause pour tout le monde, vous puissiez réfléchir. Vous aviez Hein, déjà au expliqué code. ça, d'ailleurs. Hein? La réduction, Alors, vous l'aviez déjà Oui, expliqué. oui. Je me rappelle. Vous étiez venu à l'espace Barreau. Hein? Oui. C'est ce qui s'appelle synthétiser. Ça s'appelle condenser. Oui, comment on a pu faire l'économie D'économie de papier, d'encre et de papier. Et de temps. Et oui, voilà. Et de patience. Et de patience pour le matheux qui fait des calculs. Ça évite les erreurs. Ça évite des erreurs. Ça évite absolument les erreurs. Ça, c'est un point important de. Voilà. Tu connais ce symbole? Oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire en réalité, on ajoute ce symbole avant G, AB, et là on a l'écriture complète. Mais tout n'est pas écrit Ça va, chef? tout le temps. On sous-entend qu'on somme de 1 à 4, et ça donne Si le j'avais un temps écran géant, ce serait l'idéal. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas l'écran géant. Je ne suis pas embêté. Écoute, de toute façon, on aura le temps de revoir le site, parce que de toute façon, on peut aller sur ton site ou sur le livre. Oui, on peut revenir sur le site, tout à fait. On va gamberger un petit peu après. Hein. Pour le moment, essaye d'avancer un petit peu. C'est comme sur les tableaux Excel, quand on veut faire une Oui, addition, c'est ça, il y a exactement. le Z et en Oui, fait c'est ça ça, fait toute c'est ça. l'addition, quoi, ça simplifie. Ça fonctionne comme un tableau Excel. Les matrices, ça fonctionne comme un tableau Excel. D'accord. D'ailleurs, les tableaux Excel ont été inventés à partir des matrices, Ah oui, ouais, directement. pratique. Bien. Oui, parce que ça, c'est un point très très important, parce que le tableau qui est là, les G, numéro 1, numéro B, hein, que j'ai écrit sur cet écran, eh bien, ça s'appelle en physique le tenseur métrique. Le tenseur métrique. Tenseur. J'ai une question, pourquoi on a choisi la lettre G? G, ça vient de gravitation. D'accord. Vous voyez, il y a toujours les quand on. D'accord. Voilà. C'est sympa. Oui, puisque la courbure de l'espace a été inventée pour expliquer la pesanteur et la gravitation. Donc, d'où la lettre G. Alors, pourquoi métrique? Parce qu'un intervalle, c'est des mètres, j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une longueur. D'où le nom métrique, l'adjectif métrique adopté au mot. Quant au mot tenseur, l'origine du mot tenseur, ça veut dire tendu, en fait. L'espace, il est tiré, il est tendu, voilà, alors on appelle ça tenseur. Voilà, c'est un mot d'origine intuitive. Alors maintenant, je vais regarder la question suivante. Voilà. Alors, regardez cet écran-là. Une habitude qui se fait, j'en aurais besoin au moins une fois, c'est ce qu'on appelle lever ou abaisser des indices. Alors, on regarde ici la formule. Je reviens sur la formule ici. Regroupez les deux premiers, mentalement, hein, mentalement. Vous regroupez le G et le premier X, avec son numéro. Je mets le doigt dessus, vous voyez? Voilà. Hein? Vous avez X, B tout seul. Alors, G, BC, XB, ça veut dire quoi? Somme de B égale 0 à B égale 3 des G, BC, XB. Le résultat de ce calcul, il a un numéro. C'est le numéro B. Et bien on va l'appeler X numéro B. Mais le numéro B, au lieu d'écrire perché, en exposant, on a convenu de l'écrire en bas, en indice. Donc le X avec B en bas est défini par la formule GBC XB. Ça s'appelle abaisser un numéro. Et un théorème permet de démontrer qu'on peut relever le numéro. Abaisser et lever. Les deux opérations sont réciproques. Abaisser un numéro, lever un numéro. Alors, pour relever le numéro, la formule elle est ici. X numéro C, perché, hein, est égal à G BC, le B et le C sont écrits en position exposante, multiplié par le XB, B indice en bas. Donc on peut abaisser ou élever les numéros comme on veut. Les calculateurs se servent constamment de cette possibilité d'élever ou d'abaisser les numéros. Ils le font assez souvent. Mais non, parce que là, il y a un problème. Au départ, on avait GAB et là, on a GBC. Alors les indices, ils ont beaucoup de propriétés mathématiques très intéressantes. Si j'écris somme
de A égale 0 à A égale 1 de truc numéro A. Qu'est-ce qui m'empêche de remplacer la lettre A par une autre lettre? J'écris une nouvelle formule qui signifie exactement la même chose que la précédente. C'est toujours une somme du numéro 0 au numéro 3. Mais j'ai changé la lettre. Ah oui, c'est tout. J'ai la totale liberté de changer la lettre comme je veux. C'est très souple comme système. C'est très pratique. Et quelquefois, ben, les calculateurs, les matheux et les physiciens, ils jonglent avec ça constamment. Mais dans ces cas, Très, très fréquemment. une question. Oui. Qu'est-ce que ça donnait si on avait GAB en bas et GAB en haut? Alors GAB en bas, GAB en haut, ça ferait 4. Ça ferait non pas 4, ça ferait 2. À cause du tableau. Alors ta question fait revenir en arrière. Et puis, on peut aussi carrément supprimer les lettres indices avec la notation graphique de Penrose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez. J'ai entendu parler de ça aussi. On représente GAB et XAXB comme ça. Et le G, d'ailleurs, je crois Penrose, il ne le représente pas. Je ne connais pas du tout. Je connais pas du tout. Tu me l'apprendras dans la discussion après. On en parlera après. Allez, on avance un petit peu. Oui, alors il faut que j'avance un petit peu, quand même. Bon. Alors, la diapo suivante. Bon, ça, on verra plus tard. Ça. Ah, j'ai besoin de ça. Puis après, je vais aller carrément à la dernière diapositive. Voilà. La prochaine fois, tu essaieras de faire tes trucs en noir foncé, tu sais, qu'on puisse bien les voir. Oui. Oui. Mais avec le grand écran, il n'y avait pas le problème. Ouais, je sais. Moi, j'étais surpris. Oui, mais ça va, on se débrouille, regarde. On se débrouille comme on peut. Hein. Voilà. Alors, je limite au maximum l'usage des formules. Voilà. Ceci est une invention, et la plus grande, la plus phénoménale pour voir les inventions de toute l'histoire des mathématiques. Elle a lieu au XVIIe siècle. Nous la devons à M. Newton et à M. Leibniz. Leibniz, ce philosophe aussi. Le philosophe, qui était matheux, en même temps. Et ils ont inventé le truc en même temps. Et se sont chamaillés comme des gamins pour s'approprier la priorité, la primauté de l'invention sur l'autre. Bon. Regardons la figure ici. C'est la figure qui m'intéresse. Elle est trop petite malheureusement pour vous, c'est un petit peu dommage. Voilà. Deux axes et puis une simple courbe. Bien. La figure OADP, vous voyez cette figure-là, a une surface. L'air, cette surface a une aire. Ah, je reprends. J'ai un crayon. J'ai mis un crayon pour être plus précis que mon doigt. J'ai dit un crayon. Bon, alors, on part de haut, on va sur le point qui est ici, le point X, le haut, le point X qui est ici. Là, il y a des lignes. Alors, O, A, D, P. Vous voyez cette figure-là? D'accord? Eh bien, cette figure a une aire, cette surface a une aire. En mètres carrés, en centimètres carrés ou en millimètres carrés. Bien. Cette aire dépend de la position A qu'on a choisie en bas. Si je bouge A vers la gauche, l'air diminue. Si je bouge A vers la droite, l'air augmente. Représenter une grandeur en fonction d'une autre par l'aire d'une surface, ça s'appelle un histogramme. Eh bien, c'est au Moyen-Âge qu'on a inventé le principe de l'histogramme. Représenter une grandeur en fonction d'une autre par l'aire d'une surface. Eh bien, c'est ça qui a permis à Newton et Leibniz d'inventer le calcul différentiel. Juste ce truc-là. Cette invention médiévale remonte au moins au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, c'est fait. Et c'est consigné sur des manuscrits d'époque. Quand ça a été inventé, on ne sait pas. Mais voilà.
Alors, l'idée de Newton et Leibniz est la suivante. Je vais du point A au point B. Donc, la surface passe de OADP à OB, C, et puis ce point-là, que je n'ai pas nommé. Donc, la surface a augmenté. Un petit peu. Cette surface, Leibniz l'appelle DF. La lettre D suivie de la lettre F. DF, c'est un mode de lettres qui désigne une simple grandeur. C'est la première fois en mathématiques qu'on pense à représenter une seule valeur par un mode de lettres, au lieu d'une seule lettre. Donc, cette variation, donc, quand je vais de A à B, la variation de l'aire de la surface, c'est l'aire ABCD. ABCD, qui est une sorte de trapèze. Si la position X en rouge est bien choisie, là, je définis un rectangle qui est ABFH, dont l'aire de la surface est exactement égale à l'aire de ABCD. La variation exacte de la fonction. Donc, la distance entre A et B est appelée dx, par Leibniz, dx, et la valeur de la surface est appelée df. Le multiplicateur, c'est la hauteur xn, autrement dit, y. Eh bien, dernier point, la courbe noire représente une deuxième fonction f'. Donc j'ai deux fois, la figure représente en même temps deux fonctions, la courbe noire f', donc c'est-à-dire la hauteur en fonction de la position horizontale, et l'aire de la surface, l'autre fonction f. Surface, fonction f, la courbe, fonction f'. On a donc deux fonctions représentées en même temps par le même graphique. Eh bien, ce graphique démontre que df est égal à f' multiplié par dx. C'est la formule fondamentale de Leibniz. Et si je divise dr par dx, donc la valeur df par dx, j'obtiens un quotient exact, et qui est égal à la position du point M, c'est-à-dire à la valeur f'. C'est l'invention de la dérivée, c'est l'invention du calcul différentiel. Alors, vous voyez cette petite formule ici, voilà. Hein, voilà. Alors, codage d'écriture, Leibniz, il a eu peur d'une chose, c'est que les lecteurs de son ouvrage fassent une confusion entre D multiplié par X ou un mode de lettres dx. Il a voulu avertir le lecteur. Il a eu une idée, c'est de remplacer la lettre D ordinaire par un D arrondi, c'est-à-dire un 6 à l'envers. Le D rond. Donc Leibniz a eu l'idée de proposer ce D rond pour que le lecteur ne fasse pas la confusion entre un mot de deux lettres, dx, et D multiplié par X. Je trouve ça très astucieux. Et tous les bateaux se sont engouffrés là-dessus et ont adopté le système d'écriture de Leibniz. C'est ce qu'on appelle l'écriture différentielle. Alors, ouais. Et il a fait une foule de choses, Leibniz, c'est absolument dingue. C'est absolument dingue. Il faudrait une vie entière pour connaître complètement l'œuvre de Leibniz. C'est complètement fou. Ouais. Partie de ces génies. C'est vraiment génial. Tous les matheux se sont jetés dessus. Newton a étudié le même problème. Il a étudié ce problème-là aussi, mais le jeu d'écriture de Newton est plus compliqué, plus lourd et assez emmerdant parce qu'il y a un passage à la limite. Alors, une notion mathématique qui est difficile, qui est le passage à la limite dont je ne parlerai pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de notions. Il y a beaucoup de notions, il y a Alors, tout à fait. merci infiniment. C'est-à-dire Ah ouais. c'est-à-dire que Newton a adopté l'écriture de Leibniz. Non, c'est pas ça. Les deux écritures ont été publiées en même temps, ont été utilisées pendant, jusqu'à aujourd'hui, en fait, par l'un et l'autre, mais l'écriture newtonienne a progressivement perdu, Disparu. voilà, progressivement disparu dans les ouvrages mathématiques
par rapport à celle de l'Église, qui est beaucoup plus pratique. Parce que Qui est beaucoup plus pratique. l'écriture de l'Église pose moins de confusion. Ah oui, par aucune rapport confusion à- possible. Il n'y a aucune confusion possible. Aucune confusion possible. Ce qui me permet d'aller directement dans le but de l'exposé. Je vais vous montrer une image qui va peut-être vous surprendre. Je mets fin au diaporama et je vais tout de suite, à la fin, vous montrer ça. Là, c'est un truc qui fait vraiment marrer. Cette image est extraite d'un film, d'un dessin animé français, dont le titre est Les Triplettes de Belleville. Les triplettes? Les Triplettes de Belleville. C'est un dessin animé humoristique, génial, marrant comme tout. Bon, je ne raconte pas le film, c'est pas du tout l'objet. Mais est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose sur cette image? Vous pouvez vous approcher de l'écran. Oui, c'est Si vous l'équation voulez. d'Einstein. Vous voyez, il y a quelque chose en bas. Ah, c'est en bas. C'est les équations d'Einstein. Alors, je vais revenir à la diapositive d'avant. Il a travaillé 8 ans sur cette équation. Hein? 8 ans. 8 ans. Il était assez emmerdé par quelque chose. Il était Si pas- j'ai le temps de il vous le était- raconter, je pourrais vous il dire n'était pas tout quoi. seul, d'ailleurs. Mais voilà, ouais, tout à fait. Alors, la précédente. Donc voilà, les équations d'Einstein, elles sont là. Et elle est ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste une chose. Interpréter l'équation. Voilà, interpréter les termes de cette équation. On ne va pas la démontrer, on va pas, je ne vais pas vous expliquer comment Einstein l'a inventé, c'est pas possible, juste l'interprétation. Alors, voilà. Sinon, on Ah, tout ne à serait fait. pas couché. Alors, ce qui est déjà connu, c'est le GAB qui est là. Vous voyez le GAB là? C'est le tenseur métrique que j'évoquais tout à l'heure. Ce GAB, vous le retrouvez. Alors, je ne vois pas la flèche. Tu ne vois pas, Est-ce que tu as changé tes lunettes depuis longtemps? Hein, récemment. Ça m'a coûté. Voilà. Donc c'est pas une Bon, question de vue. le tenseur métrique de nouveau ici. Ici vous avez un 8. Ici vous avez la lettre pi, 3, 14, 16, etc. Des cercles, n'est-ce pas? Ici, en dessous. Ah merde, la flèche s'est effacée. Merde, c'est chiant, elle disparaît de. Voilà. Et en dessous, vous avez C à la puissance 4. C est la vitesse de propagation de la lumière. Donc voilà pour les termes faciles à expliquer. Bon, alors, ensuite, lambda. Lambda, c'est un simple nombre. C'est la fameuse constante cosmologique d'Einstein. Un truc qui a beaucoup emmerdé Einstein. C'est une simple valeur, vous voyez que... Oh, là c'est pénible ça. Vous voyez, lambda, c'est lambda majuscule, c'est une simple valeur. Donc Einstein avait introduit cette valeur parce que s'il ne la mettait pas, l'univers serait comment serait n'était pas stationnaire. voilà, fermé sur lui-même. Et ça ne lui plaisait pas. Parce que pour Einstein, l'univers ne pouvait être que globalement plan. Globalement euclidien. Pas, voilà. Alors ça lui plaisait. Alors elle a ajouté cette constante cosmologique. Et après s'est aperçu que cette constante cosmologique, c'est une connerie. Pas tout à fait. Pour lui, il a cru que c'était une Au connerie. début, oui. Il a cru que c'était une connerie. On ne sait pas, on ne sait Voilà. pas. À un tel point que plus tard, il avait déclaré à des journalistes scientifiques: ne me parlez plus jamais de cette constante cosmologique. Ras-le-bol. Et un petit peu plus tard, disons aujourd'hui, quoi, pratiquement, les cosmonautes sont absolument convaincus qu'il faut la rajouter. C'est Non, incroyable. non, C'est tout à fait. non, ils sont convaincus qu'il faut prendre en compte cette Prendre en possibilité. compte, voilà, parce cette qu'on ne possibilité. sait pas en réalité est-ce que cette constante est réelle ou il y a une autre solution. Ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une équation qui est confirmée un peu. Et là, il faut ajouter peut-être que c'est l'équation d'Einstein, cette équation concerne l'univers.
il ne concerne pas l'univers entier. l'univers entier. Il ne concerne pas, par exemple, les systèmes solaires ou une galaxie. Vous voyez, c'est une équation qui décrit l'évolution de l'univers. Parce que si on voudrait écrire une équation pour décrire le système solaire, on n'ajouterait pas lambda. Je reviens à la première image affreuse que je rejette. J'ai dit la première image. Alors pourquoi tu veux y revenir si tu n'aimes pas? Voilà. Pour vous dire que je la remplace par celle-ci. On dirait une coquille de noix. Ben, il faut imaginer, donc la surface elle est pliée par la planète. Bon. La surface est une, pour le mathématicien, ça s'appelle une variété à 2 dimensions. 1, 2. 2 dimensions. Bon. Imaginons inclus dans cette surface un objet. La coupelle qu'il y a. Hein? C'est une partie de la surface qui est occupée par quelque chose et qui est inclus dans la surface. C'est-à-dire la coupelle Complètement. est inclue dans la surface. Voilà, inclus dans la surface. Alors que le soleil n'était pas inclus dans la Alors, pas du tout. Dans la diapositive Parce que le précédente, soleil était un peu au voilà, dans le truc que j'aime pas, Il était posé sur le Il était- point. voilà, l'objet est en dehors. Il n'y a qu'un seul point commun entre la planète et l'espace, à 2 C'est dimensions. un peu, si vous voulez, la question. Voilà, tandis que dans l'image suivante, l'objet est inclus dedans. C'est-à-dire que c'est un C'est peu pour dire que si le soleil ne faisait pas partie partie de l'autre surface, espace. de la surface. De l'autre espace. Ah, Vous voyez un petit peu la monstruosité logique. C'est voilà. complètement absurde. Bon, c'est complètement idiot. Le Soleil est un objet à 3 dimensions, inclus dans notre espace à 3 dimensions. Non, d'accord. Alors, vous voyez en dessous la coupe. J'ai mis en coupe. Hein. On voit donc l'objet en 2 dimensions, inclus dans la surface en 2 dimensions. Alors que dans le truc rejeté, n'est-ce pas, l'objet n'a qu'un seul point commun pratiquement avec la surface, avec l'espace. Bon. Voilà. Alors, On peut dire un petit mot? Oui, un truc qui me turlupine depuis longtemps. plus fort parce que j'entends mal. Un truc qui me turlupine depuis longtemps, qui va peut-être avoir une réponse ce soir, je ne sais rien. Dans l'image du trampoline, Oui, elle est fausse pour une autre raison, qui est hélas, semble-t-il, conservée avec la coupelle. oui, Je prends une feuille de papier, je la courbe. oui, Elle a toujours 2 dimensions, ma feuille Oui. de papier. Elle est courbée selon une 3e dimension. oui, Imaginons maintenant un semi-ressort comme on en avait connu pour le plus âgé un d'entre nous. sommet à ressort, oui, oui, je comprends. Bon. On comprime les ressorts vers l'intérieur. Oui, C'est pas la même chose. La surface à 2 dimensions n'est pas déformée de la même manière. Elle n'est pas déformée selon une 3e dimension. non. Oui. Et dans quel cas sommes-nous? Ben, il faut imaginer l'espace-temps en 4 dimensions. Ben, c'était XO, X0, hein, X, X1, Y, X2, Z, X3. XO, 1, 2, 3. Bon, 4 dimensions. C'est le dimensionnement de notre espace-temps. L'espace-temps, c'est un objet mathématique à 4 dimensions. Mais imaginez que ce truc est courbé dans un espace à 5 dimensions. Ou 6, Je ou 7, ou 8, ou disais. 9, voilà. C'est-il Mais ce que c'est d'une 5e Le problème, dimension? le problème à gérer, je ne voulais pas l'évoquer ça, mais quand tu as posé la question, je réponds. Hein. Le problème, c'est que tout ce qui se passe dans notre univers est dans l'espace-temps à 4 dimensions. Bien sûr. Tout s'y passe. Ah oui, la tout feuille y de est. papier reste à 2 dimensions. Voilà. De toute façon. La 5e dimension, il n'en est pas question. Elle n'est là que pour Hein. justifier. Chez Einstein, il n'était pas problème. question. Voilà, tout à fait. Mais ce n'est Tout pas. à fait. Oui. Par contre, ça doit pouvoir se vérifier expérimentalement d'une manière ou d'une autre.
pour le moment, Merci beaucoup. j'ai pas été assez Je suis vite. vraiment désolée. Oui, J'ai non, pas été assez je vite. pense que pour aborder un tel Oui. sujet, il faut Oui. un peu plus. De toute façon, je vais le refaire venir. Il est Oui. tellement De toute façon, vous pouvez le regarder. Voilà, je vais regarder le. Voilà. Je donnerai à Nadia, j'ai envie Voilà. de recommencer. Et puis voilà, Nadia, il n'y aura Oui. plus qu'à reprendre. Eh bien, je suis bon- vraiment bon désolée retour. parce que ça ne se fait Voilà. pas du tout. Mais bon, ça tombait mal, c'était prévu. En espérant que ce que j'ai raconté vous fasse faire de beaux rêves. Oui, oui, eh ben ça, Voilà. voilà, ça me donne envie de savoir la suite. c'est passionnant. Bonne continuation. Très bien. Bon, par contre, une nouvelle analogie, j'en ai là, ça c'est une analogie de mon invention. Alors vas-y. Ça peut être intéressant. Imaginez, suspendu à un fil, ou à deux fils par exemple, une petite plaque de tôle. Une grande plaque de tôle, une plaque de tôle mince. Comme par exemple le couvercle d'une boîte de sardines. Vous savez, c'est fin, c'est métallique. Bon. Imaginez cette plaque rigoureusement plane, bien plane, bien euclidienne, géométrie euclidienne à sa surface parfaite, n'est-ce pas? Voilà. On la suspend à deux fils. Et avec la flamme d'un chalumeau, on chauffe le centre. On chauffe le centre. Qu'est-ce qui se passe? Interprétons. Le chauffage augmente la densité d'énergie au centre de la plaque. La densité d'énergie calorifique. Mais pas le bord de la plaque. Donc, le métal au centre de la plaque se dilate, alors que le bord de la plaque, qui n'est pas chauffé, ne se dilate pas. C'est incompatible. Réaction de la plaque, pouf, elle fait une bosse. Là où c'est chauffé. C'est ce que j'ai représenté sur la figure de droite. Plane, courbée. Donc, la variation de la densité d'énergie dans le métal a engendré la courbure du métal. Eh bien, c'est ça l'hypothèse d'Einstein. La densité d'énergie est responsable de la courbure de l'espace-temps. Essayez de digérer un petit peu cette idée. La densité d'énergie est responsable de la courbure, non seulement de l'espace, mais de l'espace-temps. Denis, juste une question. Oui. Est-ce que l'énergie thermique déforme l'espace-temps? Absolument. Ce qui se passe sur la plaque est postulé pour notre espace-temps. La densité d'énergie, quelle que soit sa forme, du moment qu'elle change d'un lieu à l'autre de l'espace, il y a une courbure. Un exemple. Une planète. La densité de masse de la planète, multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, ça fait du mc carré. Et mc carré, la célèbre formule d'Einstein, c'est une énergie. C'est l'énergie de masse au repos. mc carré divisé par le volume, ça fait une densité d'énergie. Et bien cette densité d'énergie de masse est responsable de la courbure de l'espace-temps, là où est présente cette masse. Denis, tu peux expliquer? Parce que bon, j'imagine deux choses. Oui. Une planète, deux planètes identiques. La Oui. masse identique, disons, le moment angulaire identique, tout est identique. À un moment donné, on chauffe la première planète. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Cette planète chauffée. Ah, attention, attention. Il faut raisonner en densité de mc carré. Non, mais j'ai bien compris. Bon, à l'intérieur de la planète, la densité de mc carré à la louche constante. À l'intérieur c'est faux dans la réalité, mais à la louche, on peut l'imaginer constante. Mais en dehors de la planète, cette densité-là est nulle. Cette densité? Cette densité est nulle. Et il faut imaginer une sorte de réaction élastique de l'espace-temps autour de la planète. Non, mais attends. Voilà, c'est ça qu'il faut imaginer. Non, la question, Oui. c'est on a deux planètes identiques, moment angulaire, Une, charge, etc. tu Alors, vois. il y en a une qui fait sa bosse et l'autre qui fait sa propre bosse. Oui, mais justement, ça veut dire que si la différence est 1000 degrés,
Oui. La planète plus chaude va couvrir plus l'espace. Absolument que l'autre. Absolument. Par quel mécanisme? Ah bah ça, le postulat ne parle pas de mécanisme. Le postulat d'Einstein, c'est juste ça. Non, La mais- courbure de l'espace-temps Sur les fonds. Attends. est sous la responsabilité de la densité d'énergie. Bon. Attends. Point. Sur les fonds, tu as raison à 100%. Oui. Parce que Oui. dans les tenseurs de. Pour ce qui est du mécanisme, Oui. eh bien, tu vas sur Internet Mhm. et tu vas trouver une centaine d'explications différentes, Ah bon? concurrentes, dont aucune n'a convaincu les physiciens. Parce qu'il n'y a pas de théorie de gravitation quantique, c'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà, c'est ça. Bah, il y a ce problème-là. Ouais. Et il y a l'autre problème. Par quel mécanisme, entre guillemets, une densité d'énergie crée une courbure de l'espace-temps? Le mécanisme exact, on n'en sait rien. On ne sait pas. On a modélisé mathématiquement le truc. C'est l'objet des équations d'Einstein, d'ailleurs. C'est lui qui fait pour ça. Et c'est tout. Mais On va pas jamais- plus loin. Parce que dans l'équation d'Einstein, le fameux tenseur T, je pense. Ouais, justement, j'en viens au tenseur T. Énergie impulsion. Justement, je veux présenter le tenseur T maintenant. Hein, voilà. Bon, alors, autre forme d'énergie, le champ électromagnétique. Il a sa propre densité d'énergie. Avec des formules inventées par Maxwell au 19e siècle. Bon, un troisième exemple, eh bien l'énergie du vide. La densité d'énergie du vide, elle est non nulle. Aujourd'hui, on sait qu'elle est non nulle. Il faut préciser que Et elle pose des problèmes. chaque hein. type d'énergie influence La courbure de courbure, l'espace. absolument. Chaque énergie, quoi que ce soit. La densité du champ nucléaire faible Ouais, et du champ nucléaire fort interviennent aussi. absolument. Alors vous imaginez Y bien des compris- formations. Vous attends, imaginez la y compris énergie cinétique. Ah, tout à fait. Parce que bon, c'est les Bon, bah, ondes gravitationnelles. laisse-moi finir. Ouais, vas-y. J'irai à l'énergie cinétique. Hein, y compris l'énergie cinétique, évidemment. Entre une planète immobilier et puis une planète qui fonce droit devant elle, la densité d'énergie change. Donc la courbure change. Effectivement, la vitesse de déplacement des objets est aussi responsable, par l'intermédiaire de l'énergie cinétique et la quantité de mouvement, donc de la courbure de l'espace-temps. Inversement, donc je vais à la diapositive suivante. Ah, je fais des conneries. Je désespérais de finir par comprendre quelque chose, mais finalement, Ah là là, je suis emmerdé par je ne suis pas complètement sûr d'avoir tout compris. précédent. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, tu vas Oui. voir, tu entendras autre chose dans un bois et ça va, se mettre en Ok. ordre. Merci beaucoup. Bon, alors, bon, ça je verrai plus tard. Je veux en venir au tenseur d'énergie-impulsion. Hein. Je ne vais pas commenter cette diapo-là. Je ne vais pas la commenter maintenant. Non, en tout cas, c'est pas mon objectif. Alors, donc j'en viens à la dernière diapositive. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Donc, il y a ici, à droite, Agrandis-la un peu. je l'agrandis un petit peu, vous voyez, un T indice AB. Vous voyez ce T indice AB? Là? Alors, je vais vous montrer un tableau, une matrice, d'ailleurs. Et pour ça, il faut que j'aille la chercher. Il faut que j'aille la chercher. Où sont mes fléchettes? Ici. Il faut que je les trouve. Je vais pas supprimer quand même. Ah, c'est Pendant pas qu'il vrai. cherche, Pendant que je cherche. j'ai Oui. j'ai essayé de joindre un type qui s'appelle Granville. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce type-là. Non. Qui sont Granville, là. Ouais. C'est un gars qui imagine que tout n'est que conscience. Que tout l'univers est conscience. Ça paraît fumeux. Mais, attends, mais conscience, C'est peut-être vrai. il faut définir parce que Voilà. il faut présenter les nombres. Conscience en nombres, Oui, comme mais non, ici. non, mais c'est un mathématicien. Le type, il est mathématicien, les physiciens.
mathématicien, il travaille Voilà, au CNRS. ça. C'est un peu Insiste là-dessus. bizarre que le mathématicien lui dise des choses pareilles. Il y a un dénommé Tegmark. Tegmark aussi, j'ai entendu. Il dit des choses en même genre. Tegmark n'est pas un mathématicien, je ne sais pas si c'est... Physicien ou mathématicien? Il y a quelque chose, oui. Bien, alors, voilà le fameux tenseur d'énergie-impulsion. Hein. Alors, la lettre ρ qui est ici, c'est la densité de masse. C'est la masse divisée par le volume, tout simplement. Ici, vous voyez C carré. Donc, masse multipliée par C carré, c'est une énergie. Donc ici, j'ai l'énergie. Les termes qui sont là et les termes qui sont là, ce sont les quantités de mouvement. C'est-à-dire, quand on multiplie la masse par la vitesse, ça s'appelle une quantité de mouvement. Bon, multiplié par la vitesse de la lumière, donc ça donne le terme, donc ρ, C, V, eh bien, c'est le terme qui participe à la courbure de l'espace-temps. C'est ce terme-là qui intervient. Et puis il y a le centre du tableau, ici, tout au centre, eh bien, c'est tout ce qui concerne les frottements, vous savez, ce qu'on appelle les cisaillements, qui peuvent se produire dans la matière. Autrement dit, toutes les conséquences du mouvement de la matière sont regroupées dans ce tableau, sont synthétisées, regroupées dans ce tableau. Alors, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. On a toujours les mêmes lignes et les mêmes colonnes, comme le tenseur métrique. C'est le même genre de tableau. Voilà. Donc, ce tableau permet de calculer l'influence des mouvements et des densités de matière sur la courbure de l'espace-temps. Donc ça, c'est le côté droit de la formule d'Einstein, le fameux TIK. D'accord, Denis, juste une question. Oui. En rouge, c'est l'énergie, c'est ça? Oui, en haut, c'est l'énergie. De quelle énergie? L'énergie de masse, j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, d'accord. MC carré, énergie de masse. Oui. L'énergie interne, en quelque sorte. Oui, énergie interne de la matière. Le repos. Au repos. Au repos, quand il ne bouge pas. Bon, alors ça, c'est pour le dernier terme. Je mets fin au diaporama. Dans la formule d'Einstein, donc, on va s'intéresser à ce truc-là, la lettre R. Hein, vous voyez, il y a ici. Alors, je vais l'agrandir. Voilà. J'ai ici la lettre R majuscule. Et ici, j'ai R à B. Vous voyez, R et R à B. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Ben, c'est la courbure elle-même. C'est l'expression mathématique de la courbure. Alors, Mais attends, parce que la métrique, c'est pas la courbure? comment? La métrique? Non, la métrique et la courbure, c'est indépendant. C'est deux notions indépendantes. La courbure fait varier les longueurs, elle les modifie, elle les étire, elle les allonge, etc. etc. Il y a une dépendance de l'un et de l'autre, mais c'est deux grandeurs différentes. Bon, alors, je mets fin au diaporama pour aller sur la diapositive qui Mais permet... pourtant, Voilà. la métrique dépend de la courbure, Ah oui, tout à fait. mais pas l'inverse. Elle est sous l'influence de la... Exactement. D'accord. Exactement. Je vois pas grand-chose. Voilà, je comprends bien. Donc, il faut que je regarde par là. C'est pas cette image-là que je veux. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais agrandir cette image. Je vais me mettre là-bas comme ça, je ne pourrais pas. Oui, oui, parce j'ai que pas la tête. voilà, Tout tu vas voir la torticolis. Hein. Ouais, c'est ça. Mais mets-toi là, tu seras beaucoup mieux là. Je vais pas prendre des pieds dans le. Voilà. Voilà. Voilà, le câble est bien par terre, tu ne risques pas de prendre les pieds dedans, hein, voilà. T'inquiète pas. Oui, tu peux prendre ça, oui, tout à fait. Tu peux prendre l'ensemble de l'image. Bon. Alors, Monsieur Dupont, Monsieur Durand. Et ces deux personnes observent un vaisseau spatial. Merci. Ce qui intéresse M. Dupont et M. Durand, c'est la vitesse du vaisseau. Alors, une vitesse, en physique, c'est une grandeur orientée. C'est-à-dire, elle est représentée par une flèche. La longueur de la flèche, c'est le nombre de km/h, ou le nombre de mètres par seconde, chiffré, tout simplement. Mais, comme c'est une flèche, elle a une orientation dans l'espace. Par rapport aux trois axes, 1, 2, 3, la flèche, vitesse, et une certaine orientation. Eh bien, c'est cette flèche vitesse que M. Dupont et M. Durand suivent au cours du temps.
si le vaisseau n'accélère pas, et si M. Dupont, avec son propre matériel, son référentiel, mesure la vitesse, il va trouver Vx, Vy, Vz. Il va trouver 3 valeurs. M. Durand, avec son propre matériel, va trouver Vx, Vy, Vz, les mêmes valeurs que M. Durand. À une condition, c'est que le vaisseau n'accélère pas. Ça veut dire que la vitesse est constante. Que la vitesse est constante. D'accord. Mais, si monsieur... excuse-moi, il y a une subtilité, je ne veux pas vous brouiller avec ça. Le vaisseau est devant monsieur Dupont, dans un premier temps. Un instant d'après, le vaisseau est devant monsieur Durand. Quand le vaisseau est devant monsieur Dupont, monsieur Dupont et monsieur Durand mesurent la même vitesse. Erreur. Monsieur Dupont mesure la vitesse du vaisseau et il trouve Vx, Vy, Vz. Monsieur Durand, il trouve des valeurs différentes. Pourquoi? Parce que monsieur Dupont se sert de son matériel et monsieur Durand le sien. La vitesse est toujours constante? Alors que la vitesse du vaisseau est censée être constante. Là, il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a un truc- Le fait Voilà, que le voilà. matériel ne soit pas le même, ou c'est le pas le fait même que... référentiel. Voilà, alors je vais répéter, parce que je me suis peut-être mal exprimé, ça je veux bien l'admettre, parce que le truc est vraiment subtil. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Je suis un vrai politique. Là, je fais de la politique. Bon, je disais donc, à l'instant 0, Monsieur Dupont mesure la vitesse du vaisseau, il trouve Vx, Vy, Vz. Monsieur Durand, avec son propre matériel, il trouve Vx', Vy', Vz'. Il ne trouve pas la même valeur. À l'instant T, plus tard, le vaisseau est devant Monsieur Durand. Monsieur Durand mesure la vitesse du vaisseau. Il trouve Vx, Vy, Vz. Pourquoi? Parce que le vaisseau n'a pas accéléré. Mais Monsieur Dupont, qui regarde le vaisseau qui est devant Monsieur Durand, il trouve Vx', Vy', Vz'. Il trouve des valeurs différentes. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Pourtant, l'intervalle doit être le même. Et l'intervalle, lui, est invariant. Absolument. Ça, c'est très important. L'intervalle est invariant et il ne trouve pas la même chose. L'intervalle relativiste, hein, lui, Oui, bien ne sûr. change jamais. Oui, bien sûr. Lui, il n'a pas de problème. Quel que soit Dupont avec le matériel de Durand, Durand avec le matériel de Dupont, avec son propre... Peu importe, l'intervalle ne change pas. Mais une vitesse constante, eh ben c'est faux. Une vitesse constante, c'est faux. Alors, vaisseau devant M. Dupont. Vitesse mesurée avec le matériel de M. Dupont. Vx, Vy, Vz. Ça va? Vaisseau devant M. Durand. Vitesse mesurée avec le matériel de M. Durand. Il trouve Vx, Vy, Vz. Il trouve les mêmes valeurs. Mais en même temps, M. Dupont, qui mesure la vitesse du vaisseau qui est devant M. Durand, avec le matériel de M. Dupont, il trouve Vx', Vy', Vz'. Je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il y a une erreur. J'aimerais bien avoir tes sources. J'aimerais bien que tu me donnes tes L'erreur, eh bien, quelle est la cause de l'erreur? La courbure de l'espace-temps. C'est elle la responsable. Ah oui, parce que c'est dans un C'est elle la espace en responsable. courbe. Ne serait-ce que pour une petite raison. Toute simple et intuitive à comprendre. Quand le vaisseau va de la position du pont à la position du rang, à cause de la courbure, l'orientation de la vitesse change. Donc les coordonnées de la flèche vitesse avec le matériel de M. Dupont changent. Mais si une personne va de la position du pont à la position du rang en accompagnant le vaisseau, et tout en mesurant la vitesse du vaisseau pendant les mouvements simultanés, il ne faut rien bouger. La vitesse ne change pas. La vitesse n'accélère pas. Il n'y a pas d'accélération.
Donc la courbure de l'espace-temps est responsable d'une accélération. Eh bien, pour Einstein, c'est ça l'explication de l'accélération par la pesanteur. Parce que la pesanteur, eh bien, c'est la courbure de l'espace-temps. Elle est expliquée par la courbure de l'espace-temps. Donc, pour une flèche appartenant à un même vecteur, alors là, le reste de mathématiques, alors, en mathématiques, un vecteur, c'est un ensemble de flèches. Mes deux bras, dans cette position, appartiennent au même vecteur. Là, mes deux bras n'appartiennent plus au même vecteur. Si je prends mon bras et puis le bras de madame, mettons deux bras côte à côte, vous voyez, on n'a pas la même longueur de bras, eh bien ces deux bras appartiennent à deux vecteurs différents. De même là, mon bras et son bras appartiennent à deux vecteurs différents. C'est la définition mathématique du vecteur. À cause de la courbure, il faut changer cette définition. Deux flèches appartiennent au même vecteur si, dans un référentiel local donné, ils ont les mêmes coordonnées. Ce que tu entends par les mêmes coordonnées, c'est-à-dire qu'il... Alors, coordonnées... faut définir, hein, parce que c'est important. Je vais régler ça avec une feuille de papier, parce que j'en ai ras-le-bol de... Non mais dis-le avec tes mots, ça fait rien. Alors, je vais le faire, j'ai une feuille blanche, là. Voilà, je représente Les mêmes coordonnées, c'est-à-dire... un axe, une flèche. Voilà. J'ai un empennage que j'ai appelé E, et puis ici j'ai une pointe de flèche que j'appelle P. J'ai un empennage et puis une pointe, d'accord? Je projette, tac, tac, j'obtiens ici une projection. Je fais tac, tac, et j'obtiens ici une autre projection. Vous voyez? Voilà. Eh bien, là, c'est pointe en bas d'ailleurs. Puisque la pointe de la flèche est ici. Ah, j'ai fait une petite erreur, voilà. Hein? Bon. Eh bien, la longueur de cette flèche affectée d'un signe moins, par exemple, eh bien, c'est l'ordonnée de la flèche. D'accord. Et là, c'est l'abscisse de la flèche. D'accord. L'ordonnée et l'abscisse sont deux coordonnées de la flèche. On dit aussi deux composantes de la flèche. D'accord. Dans l'espace, on n'en a pas deux, on en a trois. X, Y, Z. D'accord. Ah, on en a trois dans l'espace, on en a deux. Voilà. Voilà ce que c'est qu'une coordonnée. Donc, je dessine une deuxième flèche. Et bien cette deuxième flèche a manifestement les mêmes coordonnées que la première. Elles sont parallèles, de même sens et de même longueur. Donc la projection ici, voilà, ça fait une flèche projetée. Ces deux flèches sont identiques. D'accord. Vous voyez? Donc c'est la définition par rapport à un repère d'un vecteur. D'accord, mais L'ensemble de flèches, voilà. Mais ils ne sont pas exactement, même s'ils ont la même longueur, la même direction, ils n'ont pas la même position sur les... Pas la même position, tout à fait. D'où la différence entre flèche et vecteur. Un vecteur est un ensemble de flèches. Mhm. Je dessine une flèche, je ne dessine jamais un vecteur, je suis incapable. Vecteur, c'est une notion abstraite. Il faut imaginer l'ensemble de toutes les flèches, il y a une infinité de toutes les flèches dans l'espace qui ont la même orientation, la même longueur. Toutes ces flèches appartiennent à un vecteur. C'est le concept mathématique de vecteur. Alors au XVIIe siècle, Newton ignorait la notion de vecteur. Il était bien emmerdé avec ça d'ailleurs. Pour définir les forces, les vitesses, les mouvements, etc. C'est au XIXe siècle, 100 ans après, que la notion de vecteur entre dans les mœurs chez les physiciens. Même plus que ça. Parce qu'il y a une abstraction. Autour de 1850, on a 1850. Voilà. introduit les Voilà. concepts. C'est Grossman, un Allemand d'ailleurs, qui a résolu le problème. Il y avait Fizeau. Bon, un nom qui m'échappe, je perds du temps. Bon, ça fait rien. Alors, pour en revenir alors du coup, ma figure a disparu.
Alors. Je comprends bien pourquoi tu as commencé par introduire cette notion-là. Ah bah oui, tout à fait. Je comprends bien maintenant. Parce que Je fais le lien avec ce que tu nous as dit au début, je me disais où est-ce qu'il va comme ça. Finalement, j'ai compris. je ne peux pas faire autrement. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de petits détails à régler avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, je te remercie parce que là, Voilà, parce que c'est vraiment. ça s'appelle de la pédagogie. Alors il faut que je revienne sur la. Ah, elle est là. Alors je reviens sur. Voilà. Bon, alors, c'est pour ça que la notion de vecteur est très importante. Hein. Donc, si dans ce référentiel-là, donc, le référentiel de M. Dupont, si deux flèches ont les mêmes coordonnées dans le référentiel de M. Dupont, c'est à partir du même vecteur. Même chose chez M. Durand, avec son matériel. D'accord. Voilà. Mais, ces deux flèches, pour M. Dupont, c'est ces deux flèches, à partir de... si j'ai une idée. Imaginons un Superman qui peut regarder le tout de l'extérieur, hein, loin de la surface. Imaginons un ange qui est dans le monde des âmes, en dehors de notre espace-temps, et qui puisse regarder de loin ce qui se passe dans l'espace-temps. Il voit M. Dupont avec son matériel, M. Durand avec son matériel. Pour l'ange, c'est deux flèches à partir du même vecteur. Parce qu'il n'est pas de notre monde. Pour M. Dupont, c'est deux flèches à partir de pas au même vecteur. Pour M. Durand, c'est deux flèches à partir de pas au même vecteur. Mais pour Superman, ou l'ange, c'est deux flèches à partir du même vecteur. Ça pour tenter de vous montrer la subtilité de la chose, hein, de la courbure de l'espace-temps. Donc, alors, bien que le vaisseau n'accélère pas, je reviens à cette idée, le vaisseau n'accélère pas, d'accord? Bon. Mais, aux yeux de M. Dupont, avec son matériel, la vitesse, la flèche vitesse change. Donc M. Dupont a l'impression que le vaisseau a accéléré. M. Dupont est victime de la pesanteur. Il est victime de la gravitation. De même, M. Durand. Si avec son matériel, M. Durand observe le vaisseau quand il est là et puis quand il est là, il voit la vitesse du vaisseau changer. Donc pour M. Durand, le vaisseau accélère. Pour Superman là-haut, qui a la possibilité d'accompagner le vaisseau pendant ce mouvement, donc de traîner avec lui son matériel de mesure, ses axes et son horloge, ben pour lui, la vitesse du vaisseau est constante. Le vaisseau n'accélère pas. Voilà comment la courbure de l'espace-temps explique la gravitation. C'est la place qu'on J'ai une question. Oui? Est-ce qu'il est possible de trouver, disons, une courbure où M. Dupont voit accélération et l'autre voit l'inverse? J'ai pas réfléchi à la question. Tu vois un peu les... Je ne sais pas te répondre. Je ne sais pas te répondre. Donc, bien que la vitesse soit constante, donc que cette flèche, les deux flèches appartiennent aux yeux de Superman au même vecteur, les coordonnées dans le référentiel de Dupont changent. Donc c'est la place dans l'espace-temps. Voilà. En particulier, si je fais une boucle dans l'espace-temps, si la flèche parcourt une boucle, tout en restant dans le même vecteur au sens de Superman. Bon, je vais vous montrer une image. Le référentiel pour la fusée est le même. Hein. C'est ça que tu veux dire? Aux yeux de Superman. Oui, exactement. Le référentiel accompagne la fusée. Et Superman suit la fusée. Intervalle aussi. Ah ben intervalle pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Dupont, Durand, Superman, l'intervalle est invarie. Là, il ne varie pas du tout. Alors. Qu'est-ce qui se passe là? Il fait n'importe quoi. Mais tu peux faire défiler tes... Je ne fais que créer des diapos, c'est pas possible. Non, il faut faire défiler tes diaporamas. Voilà, Attends, je vais les supprimer. Voilà. Alors, je suis sur ces diapos-là. Ah oui! Il faut que je place. Bon, alors. Et pour que tu les minutes pas, c'est pas mal. Voilà. Bon, pas sur cette formule, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais aller à la boucle.
Une image qui va te faire plaisir. Parce que c'est toi qui me l'as proposé. On tourne en rond. Voilà. On tourne souvent en rond. Ouais. Alors ça nous rassure parce que dans l'espace, ça se passe comme ça aussi. Alors, il faut bien imaginer, alors les référentiels, il y a 3 référentiels qui sont concernés, donc je ne les ai pas représentés sur l'image. Hein. Et imaginez que la flèche, le vaisseau fasse ce parcours-là à vitesse constante, au sens de Superman. D'accord? Donc la flèche qui était tangent à la ligne, à la trajectoire du vaisseau, reste tangente à la trajectoire du vaisseau. Puis, changement de référentiel. Donc, changement, deuxième déplacement, toujours, je dirais, au sens de Monsieur Superman, ces 2 flèches-là appartiennent encore au même vecteur, mais au sens de Monsieur Dupont, au départ, il y a une première variation, une deuxième variation. Et puis, retour vers l'endroit où réside Monsieur Dupont avec son matériel, 3e modification de la vitesse. Donc, 1 modif, 2 modifs, 3 modifs. Et vous voyez que pour M. Dupont, au retour du vaisseau, la flèche vitesse du vaisseau a complètement changé. Alors que pour Superman, le vaisseau n'a jamais accéléré. C'est fort ça. Mais attends, Costaud, ça. c'est-à-dire, si j'ai bien compris, la vitesse n'a pas changé, mais ce qui a changé, c'est la direction, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Et même la longueur, elle peut changer aussi. Oui, parce que l'espace-temps, il peut être étiré, il peut être dans tous les sens, il peut être courbé, il peut être plié. Mais ici, dans ces 3 positions, Oui. la vitesse et la direction est la même? C'est ça? Pour Monsieur Superman, oui. Superman accompagne le vaisseau dans son mouvement et entraîne et emmène avec lui son matériel, son horloge et ses axes. On pourrait dire que c'est l'espace qui modifie le temps, un truc comme ça. Ça pourrait passer. Non, c'est l'espace-temps en bloc. L'espace-temps. Ils sont inséparables. Parce que je me dis que si on Oui. a mis ensemble espace et temps, c'est pas par hasard. C'est à cause de la conservation de l'intervalle relativiste. De l'invariance, pardon, de l'intervalle relativiste. Chez les anciens géomètres, les longueurs étaient invariantes séparément des temps. On pouvait synchroniser des horloges, enlever une Ça, horloge, j'ai pas la compris. mettre ailleurs, C'est voilà, pour et ça- elle reste synchrone. C'est pour ça qu'on parle d'espace. En fait, les deux Ouais. sont combinés. Ils sont combinés, Ouais, c'est ça. ils sont intriqués, enchevêtrés. Ça, c'est curieux quand même. Dans l'intervalle relativiste, l'espace et le temps sont enchevêtrés dans la même formule. Et pourtant, c'est pas la même chose. Elle n'a pas la même chose. C'est incroyable. Ouais. Parce que ça, c'est vraiment un truc à réfléchir. et C'est à un truc penser. dingue. Ouais, c'est un truc Ça complètement vraiment à dingue. réfléchir, c'est Ça, vraiment un truc dingue. ça pose un problème. Comment interpréter la nature du temps? Parce que bon, Alors, l'espace. il faut pas aller par là dans une discussion comme celle d'aujourd'hui. Oui, non, mais. Hein, ça nous mène trop loin. Ouais, Si tu veux mesurer un temps, c'est compter les oscillations d'une horloge. Point barre. C'est tout. Si les horloges sont synchrones, bon, ça va, il n'y a pas de problème, les 2 personnes mesurent le même temps. Mais si elles ne sont pas synchrones, il y a une merde. Hein. Le temps mesuré par Durand n'est pas le même que le temps mesuré par Dupont. Et ça arrive tout le temps en relativité. Ça arrive constamment. J'aurais ajouté, j'aurais utilisé chaque fois quand tu disais les coordonnées, moi je fais distinction entre, c'est depuis, Vite, parce que là, c'est depuis c'est Didier Corsecel qui me Oui. l'a Didier, oui, fait. oui, oui. Il a utilisé l'expression temps propre et tout ce qui n'est pas temps propre, temps impropre, longueur Oui. propre, Oui. longueur impropre. C'est-à-dire tout ce qui appartient à un référentiel est propre à ce référentiel. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est un temps. Le temps propre, c'est le temps de Superman qui accompagne le vaisseau dans son mouvement. Ouais, ouais. C'est le temps de Superman. Temps propre. Et le impropre, ça serait celui de. Dupont et Durand. D'accord, ok. Donc un temps Du point relativiste, ignorant. un temps relativiste, on pourrait dire. Un temps- Alors, est-ce qu'on regardez pourrait dire bien. un temps relativiste? Alors, j'en viens. Si on cherche une formule mathématique donnant la variation des coordonnées de la flèche, eh bien, on peut démontrer, là j'ai pas le temps de faire la démonstration, mais on démontre
que la différence de coordonnées entre ces deux flèches, là où il y a M. Dupont, n'est-ce pas, est proportionnelle à la longueur de la flèche et proportionnelle à l'aire de la boucle parcourue par le vaisseau. Donc on peut démontrer mathématiquement, je répète, que la variation des coordonnées de la flèche, que j'ai écrit ici sur ces petites formules, est proportionnelle à la fois à l'aire de la boucle et aux coordonnées de la flèche, c'est-à-dire à la longueur de la flèche, aux dimensions de la flèche. On a donc un coefficient de proportionnalité, donc delta x par exemple, delta x1 par exemple, c'est une constante multipliée par x1, donc la coordonnée de la flèche, et multipliée par l'aire de la surface de la boucle. Donc il y a un coefficient de proportionnalité. Et bien ce coefficient de proportionnalité, c'est la lettre R de la formule d'Einstein que j'ai évoquée tout à l'heure. D'accord. C'est ça la lettre R. Et qu'on appelle le tenseur de courbure. Tenseur de courbure. Pourquoi on a choisi la lettre R? Riemann, l'inventeur de la notion de tenseur de courbure. Physicien. Non, un matheux. Albra. Riemann, qui a inventé. J'en avais déjà entendu. Oui, et il a laissé son nom à un procédé mathématique qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il a laissé son nom Ah, là-dessus. si, j'en avais Il parlé. a trouvé un tas d'autres théorèmes, un tas d'autres choses, et en particulier, il a inventé cette notion de courbure, faisant intervenir l'aire de la surface et a tombé. C'est pour ça qu'on l'appelle la courbure de Riemann, et qu'on a adopté, surtout en physique, la lettre R pour lui, en son honneur. J'ai entendu aussi l'existence d'un tenseur de Ricci. Alors le tenseur de Ricci, je vais y arriver. Alors, tenseur, pour t'expliquer ça, il faut que je... Voilà, je vais chercher la diapositive. Ça, je passe. Il est quelle heure, là, les amis? Voilà, c'est là. Quelle heure est-il? 8h20. Oh, non, encore un peu. 20h21. Bon. Vous voyez, c'est écrit là à droite. Bon, c'est un petit peu petit, malheureusement. Tu peux la photographier de près, cette formule-là, si tu veux. Hein, tu photographies ça de près. Juste cette formule-là. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, à gauche, c'est la variation d'une coordonnée de la flèche, quand elle fait la boucle. Voilà. Elle a un numéro, évidemment. Le petit a, c'est 0, 1, 2 ou 3, hein, comme d'habitude. La U, indice B, c'est une coordonnée de la flèche elle-même. Donc B vaut 0, 1, 2 ou 3. S, ou delta S, c'est l'aire de la boucle. Et l'aire de la boucle dépend de deux numéros. Il y a ici, j'ai mis C et D. Hein. Donc C peut aller de 0 à 3 et D lui aussi, de 0 à 3. Et naturellement, le multiplicateur, lui, on est contraint de lui attribuer 4 numéros. Le numéro de la variation d'un coordonnée, les deux numéros de l'aire de la boucle et le numéro de la coordonnée de U. Ça fait 4 en tout. On a donc R numéroté A, B, C, D. Ça veut dire que l'on a 4 multiplié par 4, multiplié par 4, multiplié par 4. Ça fait combien ça? 256. Hein? 256. Au moins 256. La courbure de l'espace-temps est contrôlée par 246 paramètres. C'est monstrueux. C'est énorme. C'est énorme. C'est pour ça que Ricci a eu une idée. Alors je te demande de t'approcher et de te rapprocher de ça. De celle-ci. Où il y a mon doigt, là, ici. Le tenseur de Ricci est défini là. Donc R, A, B, C, D. Hein, donc on a les 4. Je remplace le C. Je remplace la lettre D par la lettre A.
Donc j'ai la lettre A écrite une fois en bas, une fois en haut. Et dans le code d'écriture des indices muets, des numéros muets d'Einstein, ça veut dire que je fais la somme de A égale 0 à A égale 4. Donc on additionne, et le résultat de cette addition, ben, il n'y a plus que deux numéros, le B et le C. Et ça donne R indice BC. Et bien c'est ce R indice BC, c'est le tenseur de Ricci. Et il est dans l'équation Et il est dans l'équation d'Einstein. Enfin, dernière petite